Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir sur ce webinaire que je co-anime avec mon cher ami Mohsen El-Khdissi qui est un expert international en intelligence artificielle. Donc nous allons passer une heure ensemble pour discuter autour d'un sujet qui nous interpelle tous, un sujet d'actualité, un sujet d'enjeu stratégique, celui de l'IA. Mais bon, en principe, on ne va pas parler uniquement de l'IA pour l'IA, ni la technologie pour la technologie, mais on va beaucoup plus parler de cette transformation, si tu veux, industrielle induite par l'IA. Donc, autrement dit, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui change un peu dans les usines des participants, qu'est-ce qui change dans leur chaîne logistique, qu'est-ce qui change dans leurs équipes, qu'est-ce qui change dans leur comportement décisionnel. Donc c'est un peu dans ce cadre que nous allons donc animer ce webinaire. Alors, Mohsin, tu es d'accord avec moi que dans une perspective de changement, je pense un des classiques dans le modèle de Kurt Lewin, lorsqu'on veut sensibiliser donc les entreprises ou les décideurs à un changement, on commence toujours par informer. D'accord? Donc c'est la première chose à faire. Et je pense qu'il y a des choses à informer, c'est peut-être informer sur l'urgence de se mobiliser pour changer sur la voie, cette transformation induite par l'IA. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de cette urgence par rapport à l'adoption de l'IA? Alors, merci beaucoup Sébastien Amar, et merci à toute l'équipe de l'Université internationale de Casablanca et de la Crafters. Également un grand merci et un grand bonjour à tous les participants. C'est pas évident de se connecter une fin de journée, dans la semaine avant l'Aïd. déjà مبروك العواشر ديالكم كاملين والله يتقبل منكم هذه الايام هذه ومبروك العيد مسبقا. En fait, la question d'El Kassim Amar, elle est très très importante, très pertinente. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas encore l'urgence. Yani, beaucoup de gens se disent, oh, bien, l'IA, c'est un mouvement comme d'autres mouvements. Et je peux me permettre de rester encore quelques années, pourquoi pas, sur les mêmes habitudes, sur le même fonctionnement actuel, sur ce qu'on appelle le business as usual. Alors, je vais d'abord citer, alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a quelques jours, il y avait une audition d'Arthur Mensch, le patron de Mistral AI, donc une audition à l'Assemblée nationale française. Et le sujet, c'était l'IA et son impact. Et en fait, il a parlé de quelque chose de très, très important. Déjà, il a fixé la fenêtre d'opportunité sur 2 ans. La fenêtre d'action par rapport à l'IA, c'est les 2 prochaines années. Mbed, ceux qui vont prendre de l'avance et prendre le devant, ils seront déjà très loin. Et ça, on le constate. Alors, ça, c'est déjà une première citation. Bon, on peut revenir dessus. D'ailleurs, Arthur Mensch, il a dit que l'infrastructure de production de l'industrie du futur, c'est les data centers de l'IA. C'est l'IA, c'est les LLM, et ainsi de suite. C'est l'infrastructure de production économique d'avenir. Et donc, ça veut dire tout ça, et d'avenir, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donc, ça, c'est également important parce que Bzef Ness, il croit que l'industrie est encore euh, à 100% à l'intérieur d'une usine, à l'intérieur de la chaîne industrielle ou en partie la chaîne logistique. Non. Euh, L'industrie, la fabrication, la production et l'infrastructure de production, c'est aujourd'hui également lié. Et je vous donne un exemple très simple. L'industrie automobile. Alors, beaucoup de gens croient encore que l'industrie automobile, c'est une industrie de moteurs, c'est une industrie de verre, de salons, d'équipements automobiles, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, واحد الجزء كبير من l'industrie automobile, c'est une industrie software. Et les seuls qui ont compris ça, c'est Tesla d'un côté et c'est les Chinois de l'autre. Les Européens sont encore sur le paradigme ديال أن la partie la plus importante dans une voiture, c'est le moteur. Et c'est tous les annexes du moteur. Sachant que c'est normal parce que le moteur à combustion, c'est un moteur qui est complexe, qui a évolué dans le temps, qui a rajouté un ensemble de composantes. Aujourd'hui, il est un moteur à combustion classique, elle a à peu près 32 à 34 composants.
Une fois tu as la combustion, tu as le feu, on doit refroidir, on doit faire de l'échappement, on doit faire plein de choses pour gérer justement cette combustion. Ce que les Tesla et les Chinois ont compris, c'est qu'au lieu de faire le pari sur le moteur et le développement du moteur, un pari qui aurait été perdu d'avance pour les Chinois ou là pour un Tesla qui est nouveau venu face à des entreprises qui ont 50 ans, 60 ans, 100 ans de recherche et développement dans le domaine, ils ont fait le pari du moteur électrique. Et une fois que tu passes le moteur électrique, qu'est-ce que tu fais? Tu simplifies les paradigmes, tu passes d'un moteur, il fait 34 composants, un moteur, il fait 8 composantes. Le moteur électrique d'une voiture, il a la même complexité ou presque que le moteur d'une trottinette électrique. Et donc, la complexité se déplace. Au lieu d'avoir une complexité dans le moteur, la complexité se déplace ailleurs. Et ailleurs, c'est quoi? Ben, c'est principalement le software, c'est la partie intelligence artificielle, c'est l'aide à la conduite. Et donc, aujourd'hui, une voiture, نعطي un exemple هنا pour comprendre également ça. لقيت فاش كانت la Covid, وقع une rupture dans les chaînes logistiques. Parmi les choses qui ont été impactées, c'est l'industrie automobile. Mais principalement, entre autres, pas parce que ben, l'industrie automobile est dépendante des industries des transistors, des puces électroniques, et ainsi de suite. Et donc, en fait, Zama, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des changements de paradigme majeurs. On le voit avec les Chinois, on le voit avec Tesla. Une voiture aujourd'hui, mais ça n'a un exemple très simple. Une Tesla, ben, elle est mise à jour over the air. Ça veut dire tout simplement que les fonctionnalités de la voiture, ils peuvent évoluer après le téléchargement d'une mise à jour. نزيد كثر. Le cycle de vie, le cycle de vie d'un modèle automobile اللي كان قبل de 5 ans à 7 ans, d'abord كنتكلموا على un cycle de vie de 1 an. On est presque sur le cycle de vie du software. Et une voiture, elle peut évoluer de manière drastique et elle peut évoluer de manière très très importante en changeant, en évoluant le software. Et en fait, je reviens ici pour dire la citation qui est très connue qui dit que software is eating everything. Yani le software est en train de tout manger. Les réseaux télécoms, la mécanique, l'électronique, l'industrie, ainsi de suite. Bien sûr, ça a déjà mangé beaucoup d'autres domaines plutôt technologiques. Et qui dit que and AI is eating software. Et aujourd'hui, même le software, il est mangé par l'IA. Et donc, en fait, il y a un seul pari à se faire dans l'avenir pour une industrie si elle veut rester positionnée, qu'elle soit une industrie automobile, une industrie pharmaceutique, une industrie agroalimentaire, une industrie minière ou énergétique, le seul pari est de se dire comment je peux profiter pleinement de cette transformation que peut apporter l'IA, comment je peux profiter de cette occasion pour changer mes façons de faire au quotidien et comment je peux modifier, augmenter mon business model en utilisant les outils de l'IA. Je vais juste terminer sur une note qui, à mon sens, est importante. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'IA également comme un risque majeur sur l'emploi. Effectivement, c'est un risque, on le constate au Canada. Les gens ne savent pas que le plus grand constructeur automobile en termes de nombre d'employés, c'est BYD, avec 1 million d'employés. Et c'est l'un des plus robotisés. يعني BYD كتخرج 8 ديال les voitures par minute, une voiture par 7 secondes. Donc, elle est très robotisée, mais de l'autre côté, elle a le plus grand nombre d'employés. Bon, il y a une raison, c'est parce qu'ils fabriquent, qu'ils from chip to chip, يعني من la puce au bateau. C'est parce qu'il y a une grande intégration verticale. Ok, il y a une autre raison. C'est qu'aujourd'hui, chez BYD, il y a 110 000 personnes qui travaillent sur la recherche et développement. Et une bonne partie de la recherche et développement qui se fait chez BYD, c'est pas le moteur. C'est pas du tout le moteur. C'est toutes les choses annexes, notamment la suspension, notamment, mais également la partie software, la partie aide à la conduite, ce qu'on appelle les ADAS. Et donc, c'est juste là encore pour positionner le sujet. Donc, l'action, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est pour aujourd'hui, pour se transformer, profiter pleinement de l'IA, devenir plus compétitif et transformer son business model. Je crois, d'aller sur la question, je pourrais peut-être même dire que je voudrais peut-être revenir sur la notion de la valeur ajoutée, parce que tu sais que ce qui tire l'économie aujourd'hui au Maroc, c'est essentiellement peut-être les grandes entreprises, c'est l'infrastructure, etc. Mais
Lorsque tu regardes un peu la structure de l'économie marocaine, elle est constituée de 95% des PME, ça c'est très important. Mais quand tu trouves la contribution de la valeur ajoutée, de ces entreprises dans la valeur ajoutée, elle est autour de 30, peut-être pas plus, ou 40%. C'est dire que peut-être mieux tard que jamais, parce que peut-être on a la chance, et c'est une aubaine pour nous, de se rattraper, et que peut-être l'IA pourrait être un levier effectivement pour augmenter cette valeur ajoutée et transformer ces industries. Ça, c'est très, très important. D'accord. Là, je pense que c'est important à mettre l'accent dessus. Mais l'autre contrainte qui un peu m'interpelle, et quelque chose qui m'interpelle parce que, bon, avec mon expérience dans le cadre de la formation depuis des années avec les cadres et avec les entreprises, en fait, pourquoi autant il y a urgence de changement, d'accord? Autant les choses arrivent vite. Pourquoi la transformation humaine et la transformation organisationnelle tardent-elles? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'arrive pas à vraiment c'est-à-dire à s'aligner, des keep track, comme disent les Américains? Pourquoi cette organisation, cette transformation humaine et organisationnelle tarde? Quels sont selon toi les... Peut-être toi, bon, tu connais moi, bon, j'ai ma petite idée, mais d'ailleurs, chaque fois que je parle à mes étudiants des cadres, je leur dis, on en parle beaucoup, mais peut-être il y a un problème de leadership également dans l'entreprise marocaine. Mais selon toi, quel est le vrai enjeu? Quel est l'obstacle? الحق il y a plusieurs obstacles à Sivna Amar. Je sais que tu en sais des choses et peut-être ça serait intéressant d'avoir ta perspective qui peut être également très intéressante sur le sujet. Mais Zama, de mon point de vue, bon, je suis dans l'enseignement, je suis également dans l'entreprise. Et donc, je vois les deux dynamiques, la dynamique académique de recherche et la dynamique entrepreneuriale. Et en fait, cette transformation humaine, elle tarde pour plusieurs raisons. Bon, il y a des raisons qui sont naturelles et qui sont partagées par tous les pays. L'humain, il cherche souvent le confort, il essaye d'automatiser pour rester. En fait, الشتات الدماغ ديالنا, comment il fonctionne? Il fonctionne avec des automatismes. Et c'est logique, c'est naturel. بحال دابا مثلا aujourd'hui, quand on apprend quelque chose, واحد الوقيته, on installe un automatisme في le cerveau ديالنا qui nous permet de faire la chose de manière beaucoup plus facile, sans beaucoup d'efforts et sans consommer beaucoup de ressources. مثلا, la conduite, quand on conduit une voiture, ben, on apprend le permis, on apprend le code de la route. Et au bout d'un certain moment, في الأول كنكونوا كنفكروا في chaque action. Au bout d'un certain moment, on a développé les automatismes, on ne réfléchit plus. Le passage, c'est un passage naturel. Ça nous permet d'utiliser moins de ressources, de travailler de manière plus confortable et ainsi de suite. دابا شحال هادي, il y a longtemps, les cycles de changement et de transformation qui nous nécessitaient de sortir de cette zone de confort, كانوا تقال. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus rapides. Et donc, ça veut dire la seule constante, c'est le changement. La seule constante, c'est le changement. Et c'est encore plus valable des périodes de révolution technologique. La période que nous vivons aujourd'hui, c'est une période de forte disruption. Et donc, là, bien sûr, il y a de la résistance humaine. Je crois qu'un autre paramètre qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on ne donne pas assez, au niveau leadership, assez d'importance aux facteurs humains. Souvent, on essaie de chercher la solution dans le facteur technologique ou la technique en général. يعني مثلا غنبني واحد الدار, صافي راه الا بنيتها راه j'ai fait في des universités, on voit bien qu'il y a des laboratoires qui sont construits, équipés. Donc la construction, l'équipement, on sait faire. Là, on n'est pas dans le facteur humain. Mais le problème, c'est que tout ce que vous avez construit, s'il n'est pas bien géré, s'il n'y a pas une adoption humaine, alors au bout d'un certain moment, il va devenir obsolète. Et ça, on le constate dans beaucoup de projets. Et donc aujourd'hui, mettre au centre, أنا شي مرات كيقولوا الناس داك human in the loop. Quand on parle d'IA, كيقول que l'humain dans la boucle. Il faut que l'humain soit dans la boucle. كاين اللي كيقول كاع human on the loop. كيقول que l'humain doit être au-dessus de la boucle. أنا كنقول human is the loop. L'humain, c'est la boucle. L'IA, la technologie, il vient apporter de la valeur, certes, mais c'est le changement humain qui est important. D'où l'importance de la formation. D'où l'importance يعني فاش كنقول la formation, je passe même la culturation basique. يعني هنا on est dans plus ou moins la formation basique ou l'information.
en passant par des processus un peu plus avancés et en allant vers la transformation. C'est ça l'élément clé. On parlait beaucoup de transformation digitale. Et donc, il y avait beaucoup de monde qui parlait de transformation digitale comme étant l'élément clé pour. Avec un transformation digitale, il y a 90% de transformation et 10% de digital. Alors, le mot-clé, monsieur, c'est digital. Le mot-clé, c'est transformation. Et donc, pour opérer de la transformation, c'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation, beaucoup de coaching, beaucoup de changement de mindset. Et le changement de mindset, c'est beaucoup plus compliqué que d'apprendre des compétences. Alors, on peut apprendre Claude. Il y a beaucoup de gens qui apprennent Claude, ou là qui apprennent ChatGPT, ou qui font les courses, ou qui affichent les certifications des longs LinkedIn sur tel sujet. Le problème, c'est pas juste apprendre, c'est comprendre et c'est surtout entreprendre. وهنا c'est un changement de paradigme, c'est un mindset qui doit changer. كيفاش مثلا نحول راسي نعطي un exemple très simple. Quelqu'un qui ne sait pas déléguer, qui n'a pas l'habitude de déléguer, fort probablement حتى مع l'IA, il va pas pouvoir déléguer. Donc il va souvent essayer de faire tout lui-même. Et donc, le changement, il n'est pas dans le fait d'avoir ChatGPT ou la licence Pro ou la Max, Claude ou d'installer N8N. Le vrai changement passe par cette évolution le mindset. Et ça, c'est un peu plus compliqué, bien entendu. Donc, voilà, peut-être j'ai juste effleuré le sujet, mais il y a plein d'obstacles aujourd'hui qui font que les gens ne changent pas. Mais l'obstacle principal, il tourne autour, bien sûr, de l'humain, ou avec l'humain. Il y a une partie formation, acculturation, compréhension, mais il y a une partie mindset qui doit changer, qui doit évoluer. Je pourrais Donc, dire, Stéphane Amar, si tu peux, justement, par rapport à ta perspective qui est peut-être beaucoup plus riche et oui, beaucoup oui, plus oui, oui, profonde. effectivement. Je pense que c'est le même paramètre qui se répète, sauf que ce qui change, c'est les outils qui changent. Et ça, c'est très important. Même dans le cas de l'IA, finalement, même les outils IA vont changer peut-être dans 6 mois, dans un mois, mais ce qui reste, c'est toujours le jugement et le mode de raisonnement qui reste le même depuis toujours. Et je vais tout d'abord revenir sur l'IA. Je pense que l'IA, c'est l'expression de l'ingéniosité de l'être humain. Parce que l'IA, c'est la production de l'homme. Ça démontre à quel point l'être humain est capable de s'inscrire dans cette société de savoir, produire, créer. Et l'IA, c'est le produit de l'être humain. C'est pas le produit c'est pas la production de la machine. Et plus il y aura des challenges, plus on va faire évoluer l'IA, c'est toujours l'être humain qui va piloter le processus. Alors maintenant, revenons à la question de pourquoi ça ne marche pas. Je pense que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas une discipline aussi dans dans la méthode de résolution de problèmes. Tiens, alors je prends un exemple. Des fois, je pense je l'ai trouvé dans pas mal de recherches que j'ai identifiées. Par exemple, il y a des entreprises au Maroc, à Casablanca par exemple, et même à Tanger. Ils ont essayé de tester, par exemple, des pilotes, par exemple, ou des solutions IA sur, par exemple, les notes de production, d'accord, par exemple. Ils ont procédé à des démonstrations technologiques, ils ont des proof of concept. Ils ont présenté devant le comité, tout est bien passé, c'est très bien, on a applaudi. Mais par la suite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de continuité. Pourquoi? Parce que dans ce cas, il y a juste la volonté de démontrer technologiquement que ça marche. Donc, on a beaucoup plus un focus sur un volet, mais on n'avait pas le focus sur tout le déploiement, sur toute l'unité industrielle. Il n'y avait pas ce process négatif de transformation pour qu'ils puissent revoir les process, revoir les comportements, le prix de décision, etc. Et d'ailleurs, je reviens dans ma petite modeste expérience, par exemple, de rien que par exemple, dans le MBA que je dirige à l'université, dans lequel tu interviens toi-même. D'ailleurs, depuis toujours, la dimension humaine dans le module des opérations, par exemple, la gestion des opérations qui est au cœur de la transformation opérationnelle, hein, d'accord, pour chercher un peu l'excellence en termes de qualité, de délai, de coût, le volet RH, le volet ressources humaines, comportementales, est toujours entre les opérations et la transformation digitale. Ça veut dire la technologie, y compris l'IA, c'est qu'un levier, c'est juste un outil hein, qui doit transformer ou aider à transformer les processus et les comportements. Donc, autrement dit, si je reviens à cette IA que beaucoup malheureusement l'utilisent mais n'arrivent pas à piloter, ça la différence entre utiliser l'IA et piloter l'IA.
Parce que utiliser l'IA, je peux l'utiliser, me tromper et rater l'IA. Mais lorsque je pilote l'IA, alors là, j'intègre tous les composantes de stratégie, de risque, de gouvernance. contexte légal, de gouvernance, de conduite de changement, etc. D'accord? C'est très important. D'ailleurs, l'IA, à ce moment-là, dans le processus, si tu veux, de transformation organisationnelle industrielle, elle se positionne au milieu. Parce qu'avant de penser IA, il faut commencer d'abord par le problème. Comme tu dis, il faut bien le comprendre, le problème. Si je ne comprends pas le problème, comme dit, you can't live with confusion. You cannot automate confusion. Ben, si tu ne comprends pas, tu vas automatiser la confusion. Et puis, depuis le départ, mauvais départ, donc tu sais où tu vas finir. Donc, c'est le problème d'abord en premier. Par la suite, une fois que tu comprends le problème, tu le définis, tu passes par le raisonnement, par la méthodologie, les données. Rien que la question des données est très importante parce qu'aujourd'hui, on va voir la structure des données dans nos structures, dans les entreprises. Comment sont ces données? Est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce qu'on peut poser un toilettage entre guillemets des données, etc., etc. Avant de choisir, si tu veux, l'IA, la solution, la bonne solution en fonction de plusieurs paramètres stratégiques, financiers, etc., etc. Et ensuite, on passe donc à l'application terrain. Donc, tu vois, tout ce process finalement nécessite aussi tu vois, c'est de la compétence, de la formation. Ça, c'est très simple. Malheureusement, comme je t'ai dit, donc aujourd'hui, quelqu'un peut acheter une plateforme déjà prête, il va venir l'appliquer à son entreprise. Automatiquement, c'est du raté. C'est du raté. Donc, le processus IA, c'est un processus transformationnel, comme tu dis, qui commence par une définition d'un problème. C'est tout un process, donc il y a une discipline. Et je pense qu'on a besoin de sensibiliser les entreprises et à travers elles, les décideurs. Et d'ailleurs, juste une petite remarque, toutes les entreprises finalement qui ont échoué dans la mise en place de l'IA, lorsqu'ils échouent, ils vont mettre cet échec sous la rubrique ou dans un compte budget IT ou bien sur le registre de l'apprentissage. Mais ils ne vont jamais reconnaître cela comme un échec stratégique. Et d'ailleurs, si tu prends les grandes entreprises, par exemple, les banques, les grandes banques, je ne vais pas citer les noms, mais tu vois vraiment que l'IA, c'est un projet de transformation piloté par les dirigeants. C'est tellement stratégique, tellement ça a un impact sur toute la transformation des process et surtout des comportements, parce que le côté humain est capital. Si on rate ce volet-là, pratiquement on rate tout le process. Donc je pense que le côté formation personnellement, parce que c'est quelque chose que bon, je ne cesse de sensibiliser donc les dirigeants et les professionnels à cet égard, même si je ne vois pas vraiment qu'il y a un rush, une réactivité, surtout aujourd'hui, comme tu as dit. Maintenant, avant, peut-être on avait le temps. On pouvait, par exemple, intégrer un ERP, un CRM, on a le temps. Maintenant, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. La composante vitesse et rapidité dans l'IA, elle est déjà dedans. Donc, si maintenant, tu n'agis pas, dans 2 ans, c'est même pas, c'est irréversible. Tu n'auras même pas le temps de réfléchir, de dire est-ce que je peux m'adapter. Ce sera la disparition du marché. Donc, je pense que, comme je viens de le dire, et j'insiste sur ce volet-là. Aujourd'hui, on a un vivier de PME très important. Très important. Et je crois que c'est une aubaine pour nous, c'est une opportunité. L'IA pourrait être vraiment un levier de transformation accélérée, mais une transformation, j'irais, sûre et certaine qui va augmenter cette valeur ajoutée et positionner véritablement la PME, comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, comme un vrai créateur de richesse dans le pays. Et je pense que l'IA pourrait jouer un grand rôle, mais à condition qu'on se forme et puis que voilà, qu'ils investissent un peu dans cette formation. Alors, peut-être, moi, Imagine, si tu me permets, oui, si tu tout me à fait. permets, c'est normal. En fait, il y a quand même quelques conditions. Au-delà de la partie humaine, l'une des conditions qui sont importantes, c'est qu'il ne faut pas qu'on crée un marché pour l'IA sans créer un marché de l'IA. شنو كنقصد c'est-à-dire en fait واحد الوقيته كنا كنتعاملوا مع le digital comme étant un moyen un outil mais il faut en même temps l'utiliser comme moyen mais en même temps créer en fait il faut créer de la demande mais si on crée de la demande sans créer l'offre la demande va partir vers l'étranger la valeur ajoutée elle va être créée ailleurs donc il faut créer et la demande et l'offre il faut créer le marché يعني un marché de l'IA mais un marché pour l'IA, mais également un marché de l'IA. Ça, pour moi, c'est important. Un autre élément qui est important dans les industries, et c'est des questions qui sont fondamentales, لأنه قبيلة هضرتي على
le prérequis avant de parler d'IA, c'est la data, c'est de se poser les bonnes questions. دابا المشكل اللي وقع لنا دابا هو ان on doit pas se poser la première puis la deuxième question. On doit aborder les deux questions en même temps. Ça veut dire خصني le prérequis وخصني نبدا نخدم على دي كويكوين د l'IA. C'est en même temps et non pas l'un après l'autre. Et ça, c'est important. علاش؟ لأن أولا il y a un retard qu'il faut rattraper. نعطي un exemple très simple. نعطي واحد l'exemple. Parmi les prérequis de l'IA في l'industrie, c'est l'intégration IT-OT. Alors, l'industrie, il y a la partie IT, et puis il y a tout ce qui est industriel. Tout ce qui est industriel, c'est ce qui se passe au niveau des machines. Et souvent, les deux mondes ne se parlent pas. Mais qu'il y a un lien بيناتهم. La donnée qui est au niveau des machines, des équipements, elle reste au niveau le poste de supervision. Ou la donnée qui est dans l'IT, elle est complètement décorrélée. Chez moi, c'est une donnée de production qui n'est pas correcte parce qu'elle n'est pas liée à la donnée OT. Donc, il faut faire l'intégration IT-OT. Mais en parallèle, il faut commencer à travailler sur des cas d'usage quick win qui ne nécessitent pas ou là, qui n'ont pas pour prérequis cette intégration. L'un des autres prérequis, et ça, quand on va parler peut-être plus en profondeur quand on abordera les modules au niveau de la formation qui se déroulera à cet effet, l'un des sujets est l'infrastructure. Alors, في l'industrie, كتزيد واحد المشكله اخرى من غير l'infrastructure centralisée au sens cloud, il y a ce qu'on appelle le edge. Il y a l'infrastructure qui est au plus proche de la machine. Et la raison d'être, elle est double. أولاً, parce que l'usine doit être quand même autonome et l'équipement doit pouvoir fonctionner de manière complètement autonome. Et en même temps, il y a une autre raison où, bien sûr, la confidentialité de données et en fait la valeur de la donnée, les كنهضروا عليها. Donc, il faut qu'il y ait du edge computing et donc du AI edge. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'en même temps, il faut développer des choses sur le cloud, des choses on-premise au niveau des serveurs IT, mais des choses également au niveau du edge près de l'OT. Ça, c'est également un autre prérequis. Mais là encore, je dis, il faut le faire en parallèle avec des quick wins qui ne nécessitent pas ce prérequis. Il y a un troisième prérequis, c'est la data. Alors, il y a certes de la data au niveau industriel, il y a de la data au niveau IT, souvent dans un ERP. ولكن المشكل الكبير هو ان هاد لي دو بلوك دو دوني غتزيد عليهم بزاف الحاجات كيداروا مانيالمون سور دي فيشي اكسل تو سكي شوب فلور تو سكي ام اس اغلبيه ديال ليزونتربريز ما عندهمش ان ام اس اي دونك توت لا بارتي شوب فلور ني با جيري كوريكتومون دونك النتيجه شنو كتلقى لا دوني لي ان بو ايباربي اي كونت لي ايباربي ني با كويرونت اي ني با كاليتاتيف تقدر تلقى هاد لا دوني اللي كاينه في لو ار بي لا علاقه لها مع داكشي اللي كاين او نيفو ديال لا ماشين ولا او نيفو ديال دي زوتي كومباي اي دونك là encore, l'un des enjeux هو كيفاش نقدر نكاليفي لا دوني. Et عاوتاني نقول بان il faut le faire en parallèle et des fois même en s'aidant, en se faisant aider avec l'IA. حيت حتى la donnée quand on ne dispose pas de la donnée ou là qu'on veut améliorer la qualité de la donnée, on peut utiliser l'IA pour le faire. نعطي un exemple très simple قبل من l'IA génératif كانت l'IA c'est principalement des modèles. كتلقى موديل ديجا واجد كاين اكس جي بوست ولا كذا موجود en open source موجود des frameworks et ainsi de suite. Mais le problème c'est que خصك تبدا بان framework ولا une librairie et tu dois l'entraîner sur tes propres données. Ce qui est venu avec l'IA générative aujourd'hui, c'est que on a des modèles pré-entraînés. Et donc la partie de l'entraînement, on peut se l'épargner et donc se focaliser sur des choses un peu spécifiques. Donc on peut apporter moins de données et des données moins qualitatives pour en fait garantir le même résultat. ولكن كيبقى واحد l'enjeu اخر اللي هو important اللي هو l'enjeu de la souveraineté sur cette donnée. فاش تutiliser un modèle ديال OpenAI ولا ديال Anthropic, ben la donnée tu la partages et quand tu la partages, il ne t'appartient plus. Donc en fait, on est passé une ce que a appelé l'ancien ministre grec de du tech féodalisme. C'est du féodalisme technologique ou la technique. On le remonte pour qu'il soit à disposition de 4 ou 5 grandes firmes qui sont pilotées par 5 personnes, et ainsi de suite. Donc là encore, c'est un enjeu. D'ailleurs, l'audition d'Arthur même, c'est intéressant de revoir ça. Et c'est plein d'enseignements. En tout cas, on voit les réflexions qui se font en Europe.
qui aujourd'hui, ce qu'on est en train d'exporter, c'est notre énergie. On produit de l'énergie localement et quelque part, on l'exporte à travers le compute qu'on achète. Et en fait, بحال كنخرجوا الفلوس d'une autre manière. Donc, il y a des questions importantes اللي كانوا كيطرحوا في l'industrie classiquement, اللي هو en fait, le taux d'intégration. شحال de la valeur ajoutée il est créé en local par rapport à la valeur ajoutée qui est créée globalement. Ben, la question se pose de manière encore plus rude avec l'IA. On a aujourd'hui un transfert de valeur majeur. يعني راك tu transfères beaucoup de choses. هو كيقول Arthur Mensch كيقول لك on est en train de transformer l'électron en token. L'électron d'énergie, on le transforme en token. Ce que évoque également le prix Nobel 2024 d'économie Acemoglu, qui est un économiste américain d'origine turque, qui يتكلم هو على on transforme le travail en capital. يعني الخدمه ديالنا فاش غنوتوماتيزيوها شنو غترجع دي توكن وديك لي توكن سي دو لارجون qui va être dans les poches ديال certains. Donc on transforme le travail en capital. Avec le travail qu'on va transformer, peut-être qu'il ne va pas être remplacé. Et donc c'est des questions également majeures à poser au niveau industriel. Et bien entendu, c'est des questions également d'architecture, de sécurité et de sécurisation de ces modèles. Ce que tu dis, Mohsin, c'est très important par rapport à la notion de le travail qui se transforme en capital. Tu as parfaitement raison parce qu'aujourd'hui, la data qui est traitée, est bien traitée quand même en amont et le process est en aval, elle devient une composante du knowledge management de toute l'organisation, de toute entreprise. Plus tu la conserves, plus ça devient un asset donc, pour l'entreprise. Aujourd'hui, toutes les entreprises dans le secteur industriel, par exemple, surtout le secteur automobile, travaillent beaucoup sur la data, mais surtout sur la qualité de la data et apprendre à partir de la data. Je pense que ça, c'est très, très important à retenir. Et dans ce que tu viens de développer à l'instant, je pense que tout ce que tu viens de développer exige également, comme je reviens toujours au côté connaissance et savoir. D'accord? Même le fait de conserver la valeur ajoutée, il y a toujours moyen de la conserver si on sait comment piloter également ce processus de transformation. Je pense que c'est des choses, des décisions qui peuvent être prises au niveau local, au niveau entreprise et au niveau du leadership. Of course, avec un cadre de référence, une stratégie bien définie, d'accord, une méthodologie, etc. Mais pour revenir à l'IA, ça reste toujours un outil qui accélère donc cette transformation. Il est clair que ça apporte beaucoup de valeur ajoutée, hein, d'accord. Mais à la base, il faut maîtriser tout ce que tu viens de dire, aujourd'hui par rapport à la stratégie, la qualité de la data, le raisonnement, la méthodologie. C'est très très important de maîtriser avant d'aller sur le choix de la solution, je pense IA. Ça c'est un peu le résumé que je pourrais faire suite à ton intervention. Et là, tout à l'heure, si tu me permets juste quelques questions, là, je vais sur le chat post parce que peut-être ce serait intéressant de prendre quelques qui va nous permettre de rebondir dessus. Alors, il y a une question qui nous dit comment peut-on sensibiliser les PME, les PMI sur la question de l'IA? Comment peut-on les sensibiliser quant à l'enjeu et quant à son importance? Anna, je vais dire ma proposition. Bien sûr. Bon, pour la PME, tu vois, des fois, souvent, on se contente de ce qu'on a. C'est-à-dire, pour nous, bon, on a ce qu'on a, tant mieux pour nous, et c'est bon, d'accord? Et des fois, on ne raisonne même pas en termes de ce manque à gagner qu'on pourrait aller chercher. Alors, il est clair, le premier point qu'on vient de dire, c'est dans une année, dans 2 ans, c'est clair, dans le marché de la PME en question, si on ne change pas, comme je dis, c'est irréversible. On ne vous donne même pas le temps de respirer, de vous adapter, c'est carrément subir et vous risquez de disparaître. Deuxièmement, la carotte, c'est quoi? La carotte, c'est le ROI. Le retour sur investissement, moi j'étais un peu bluffé parce que chaque fois je lis un peu dans tu peux me confirmer, tu peux peut-être me contredire, mais chaque fois les ROI sont pratiquement à plus de 200%, c'est-à-dire c'est extraordinaire. Les ROI de l'investissement en IA, véritablement, parce que c'est bien fait, bah c'est incommensurable. Ça veut dire que c'est peut-être un élément aussi, d'accord, pour convaincre les PME aussi à investir
hein, autant faire se peut, dans cette transformation industrielle induite par l'IA. Je pense que c'est un peu à travers ces deux volets, la menace d'un côté et puis l'opportunité de l'autre côté. Je pense que peut-être c'est le seul moyen. Le reste, ben, on peut les aider aussi à parcourir un peu ce parcours entre la menace et l'opportunité. Ouais, c'est effectivement ça. C'est en fait ce qui anime l'humain, Tali, c'est le risque et l'opportunité. C'est la peur et le rêve. Donc au final, c'est un peu ça qui permet de sensibiliser. Après, il faut se dire, Zema, أول حاجة, et après, il y a un troisième paramètre, l'urgence. Les gens, Atani, il faut savoir qu'ils sont pragmatiques. En fait, oui, ils se posent la question, what needs for me? زعما مزيان هادشي راه زوين وكذا والله عمرها دار ça permet ولكن شنو غنربح انا. Donc il faut que ça soit très pragmatique et notamment quand on développe des use cases, انا بالنسبه لي l'élément clé à définir dans un cas d'usage IA, c'est pas la technologie, c'est pas la solution, c'est beaucoup plus le ROI. Donc, c'est un ROI, en fait, avec le ROI, il doit être défini en amont, il doit être suivi tout au long, et doit être validé en aval. Et c'est très, très important. Donc, on ne dire un projet pour faire un projet. Je mets en place un use case pour atteindre l'objectif de productivité ou un objectif d'économie de ressources ou ce qu'on veut. Donc, ça, c'est important. Le deuxième élément, est-ce qu'on a le choix? C'est une question qui est fondamentale. Chez Maras, la sensibilisation, et c'est pour ça que le mot sensibilisation est bien choisi. La question, est-ce qu'on a le choix? Aujourd'hui, c'est un raz-de-marée. Alors, بحال داكشي اللي وقع في Internet من قبل, mais en plus rapide, en mode accéléré. Ça veut dire tout simplement que يعني AI or die. كاين واحد المثل كيقول لك AI or زعما في التالي شنو غدير؟ سي غاد ماغي تكنولوجيك. انت اسيدي كاع ما بغيتيش راه ولاد كيخدموا. Tu es un professeur, là les étudiants là qui خدموا. Si tu ne le fais pas, ton concurrent va le faire. Donc, troisième question, en fait, c'est même pas un enjeu de performance, c'est un enjeu d'existence. Quand كنتكلموا على les PME, راه واحد la majorité ديال le tissu PME marocain, c'est des entreprises de services. نخرج من la partie industrielle. Ou même la partie industrielle qui est une composante des fonctions qui sont des composantes de services. Mais les entreprises de services, ils peuvent être complètement disruptées. Disruptées, يعني ما تبقاش كاع. يعني كيما واحد الوقيته هذاك كاتب عمومي ما بقاش كان واحد كيكتب كتمشي عنده كيكتب لك كاتب عمومي حيت الناس ما كان عندهم لا داكتيلو لا وورد لا حتى شي حاجه ça existait il y a 25 ans là c'est pas très ancien de la même manière qu'il y avait un facteur de poste اللي كان كيدي le courrier ديال الناس وكذا وكذا. De la même manière, alors, peut-être certains métiers et donc certaines entreprises vont complètement disparaître. Alors, comme l'exemple que je donne souvent, c'est un exemple juste pour simplifier. Et donc, les gens qui ont les DVD, il y a 5 ans, 10 ans, dans tous les coins de rue, il y a des gens qui ont les DVD. باش تمشي مثلا تضرب غلف ولا كذا كتلقى بزاف الناس où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Tout le monde regarde en streaming. Et en fait, c'est une évolution naturelle. La connectivité Internet, le débit de la connectivité, il double chaque 15 mois. Et donc, du coup, les قاري شويه يكون عارف بان. Alors, il faut savoir, voilà, comme l'exemple de l'équipe qui les DVD, mais il faut savoir qu'il y avait une entreprise, très grande entreprise aux États-Unis qui s'appelle Blockbuster. Blockbuster, c'était une institution aux États-Unis, au Canada et dans plein de pays. Dans chaque quartier, quand tu as un blockbuster, quand tu peux visualiser des films, c'est classé par catégorie. Quand les films dès que les barres avant c'était les cassettes vidéo, maintenant c'est les CD, maintenant c'est les DVD. Ou après tu prends du popcorn ou le cadeau, que tu faire. À ça aujourd'hui, cette entreprise a été approchée vers 2006-2007 par Netflix pour qu'il rachète Netflix. Netflix, c'était le streaming. Bah, aujourd'hui, l'entreprise n'existe plus et Netflix est devenu un leader. C'est juste vous dire que chez Marat, c'est Kima قال قبيلة c'est Saïd, est-ce que c'est même irréversible? Donc la question, c'est pas est-ce que j'adopte ou pas. La question, il y a par quoi commencer. Et là, effectivement,
il y a des aspects qu'il faut noter. Il y a des mécanismes qui permettent, et je crois que tout à l'heure j'ai vu un peu sur les, les questions des sujets de la cybersécurité ou de la data, juste pour corréler les deux réponses, il faut commencer quelque part. Alors, il y a plein de cas d'usage. Je peux vous en citer une vingtaine, une trentaine de cas d'usage qui ne nécessitent pas de la donnée privée ou de la donnée sécurisée. Les industriels, et ça c'est une mauvaise chose. Les industriels et les industries sont dominés par des ingénieurs. Et les gens qui ont un esprit d'ingénieur ont beaucoup d'avantages. في complex problem solving ou في كذا qui sont des capacités importantes ولكن شي مرات دائما كيفكر في les choses les plus pointues les plus avancées les plus optimistes كيمشي لهذوك les cas d'usage qui nécessitent énormément de données ils ont un impact majeur. Je vais faire de la maintenance prédictive, de l'optimisation logistique, de l'optimisation de la consommation d'énergie. Tout ça, c'est bien. Mais il y a bien sûr des prérequis de données. Et il y a des enjeux de sécurité qui peuvent venir avec. Mais il y a plein de cas d'usage. Aujourd'hui, dans l'industrie, il y a plein de gens qui passent leur temps à préparer des présentations, à analyser des données, à faire de la veille stratégique ou de la veille concurrentielle, à travailler sur des factures fournisseurs pour les saisir sur des ERP, à produire de la documentation et des livrables basiques qui ne contiennent aucune information confidentielle. Des fois, c'est même des livrables qui sont publiés. Donc, déjà, commençons par ça. Après, il y a des mécanismes qui permettent de maîtriser la sécurité. Aujourd'hui, on peut déployer des LLM en local. Il y a des LLM open source. Alhamdulillah, كاين لاما وكاين DeepSeek وكاين Qwen وكاين GLM وكاين il y a plein de LLM open source. Bien sûr, il faut avoir l'infrastructure principale, donc c'est des GPU, mais c'est possible. Il y a des mécanismes d'anonymisation qui permettent de sécuriser la donnée personnelle ou la donnée confidentielle. Donc, il y a plein de mécanismes. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, un cloud مثلا au format cloud, il est déployé chez JP Morgan, chez AIG, chez des entreprises qui sont parmi les plus grandes dans le domaine de la banque et de la finance, où la donnée est très critique et souvent confidentielle et régie par les lois sur la donnée personnelle. Donc, il faut prendre le sujet de la sécurité, il faut le préparer, c'est l'un des prérequis, mais à la Kangoul, c'est en même temps. Je suis en train de travailler sur la sécurité, mais je suis en train de développer les quick wins. ماشي نعاين حيت راه عمر la sécurité غتسحل. Et pire encore, aujourd'hui, la sécurité est encore plus menacée avec l'IA. Vous avez probablement entendu parler de Mythos. Il y a d'autres outils. En tout cas, je laisse Saïd peut-être rajouter. C'est toujours un plaisir assez Mohsen de t'écouter. Alors, il y a juste pas sur le chatbot, il y a beaucoup de réactions, mais il y a une réaction sur le rôle donc, qui nous interpelle en tant que professeur, mais aussi que leader académique, c'est le côté des rôles des écoles d'ingénieurs essentiellement et des universités à former les compétences de futur. Je crois qu'effectivement, il y a un problème à soulever là-dessus. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je travaille beaucoup sur ce volet. Et je pense que, depuis tout à l'heure, on parlait beaucoup de cette intégration, de cette transversalité. D'accord? C'est qu'on se disait que l'IA, par exemple, se trouve dans une chaîne. Alors, la question, c'est que nos programmes dans nos écoles d'ingénieurs, dans nos universités, elles sont en amont déjà présentées en silo. Déjà, si on présente en silo. Déjà, lorsqu'on manque d'expérience, on vous présente les choses en silo, les regrouper, les intégrer, ça dépend. Si vous avez la chance de tomber sur un cas où vous arriverez à les intégrer, ok. Mais sinon, c'est fait une fois en entreprise. Dans l'entreprise, on arrive à découvrir, et des fois c'est en contre-tard, et on est déphasé. Donc, il y a deux vitesses, effectivement. Une vitesse avec laquelle donc, fonctionne et marche donc, l'industrie, y compris les évolutions technologiques, et puis également, c'est-à-dire les programmes et l'enseignement au niveau universitaire et au niveau école d'ingénieurs. Moi, personnellement, je suis de ceux qui privilégient ce que j'appelle l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que l'IA n'a pas besoin ce que je vois, c'est mon point de vue, elle n'a pas besoin d'avoir un programme tout seul. L'IA depuis tout à l'heure, on parlait de la PME, on parlait d'entreprise. Et donc, lorsque je parle d'entreprise, je ne parle pas d'ingénieur, je parle donc des compétences qui sont intégrées dans un process qui intègre plusieurs compétences au sein de l'entreprise. Donc, cet aspect pluridisciplinaire ou plutôt interdisciplinaire, il faut qu'on l'intègre au sein de nos écoles d'ingénieurs surtout et au sein aussi de nos universités. Donc ça, c'est un travail qui nécessite beaucoup de créativité, d'innovation, mais aussi de gestion de changement
et de conduite de changement dans nos universités. Mais il y a aussi un autre volet, un volet, euh, euh, c'est-à-dire un avantage qu'on ne peut trouver que dans l'entreprise. C'est pour cela il y a le principe de long life learning ou de la formation continue. Pas la formation initiale, puis la formation continue. Et la formation continue, c'est là où on découvre, c'est là où on développe par l'expérience. Et la méthode expérientielle est très importante. D'ailleurs, même dans l'IA, donc c'est moi, je ne sais pas que tu es d'accord avec moi. Donc l'IA se nourrit avec l'expérience. Donc plus on a de l'expérience, plus on apprend, plus on développe. Et donc je crois que il y a un travail à faire au niveau de la formation initiale, certes, revoir les programmes, revoir le modèle académique dans nos écoles d'ingénieurs, dans nos écoles d'université, mais il y a également investir dans la formation continue au niveau de l'entreprise. D'ailleurs, c'est dans ce cadre, peut-être je profite également pour parler de cette initiative que nous avons menée avec Aircrafters pour développer donc un certificat exécutif effectivement pour le pilotage de l'IA dans le monde industriel. Et c'est là où, si vous remarquez un peu le design de ce programme, vous allez voir que c'est un programme on l'a conçu de façon très intégrée, de manière à accompagner donc le participant dans tous les process depuis les fondamentaux, le problème, jusqu'à la mise à l'échelle, en passant par les métiers, l'application, les maîtrises des solutions IA ou mix d'outils IA dans les métiers de la logistique, de la production, de données, de la gouvernance et surtout la conduite de changement qui est très, très importante parce que c'est grâce à ce volet-là qu'on est sûr que toutes les équipes également adoptent ce changement-là. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire aussi, et là, je suis tout à fait d'accord avec la personne qui a émis ces points de vue, un effort à fournir de la part des écoles, des universités, à être beaucoup plus innovants, et à être beaucoup plus ouverts sur les prérogatives et les préoccupations de l'entreprise pour développer des programmes également qui s'alignent avec les défis et les challenges et les préoccupations des entreprises. C'est parce que tu en penses assez, moi, c'est. Tout à fait. Et en fait, d'abord, en fait, je crois que la formation ne va être dans l'avenir que continue. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le long life learning. طلبوا العلم من المهد إلى اللحد. Et en fait, aujourd'hui, à partir du moment où la compétence, la durée de vie de la compétence, je crois que tu connais mieux que moi avec l'étude de l'OCDE, qui a en fait fait une étude sur la durée de vie d'une compétence technique. En 1987, la durée de vie moyenne d'une compétence technique était de 30 ans. Ça veut dire, en fait, فاش كتخرج من l'université, tu peux rester pendant 30 ans sans devoir faire de formation, c'est-à-dire que la compétence va être valable. Et donc, en 1987, il n'y avait pas besoin de beaucoup de formation continue. La durée de vie, elle a commencé à se réduire jusqu'à ce qu'on est arrivé en 2023. Ils ont refait la même étude en 2023. Et la durée de vie moyenne des compétences techniques, elle devient de 2 ans. Ça veut dire, quelqu'un qui est fraîchement sorti d'école, après 2 ans, alors, ses connaissances deviennent obsolètes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'IA, parce qu'il y a un autre paramètre de l'IA qu'on ne voit pas, elle accélère l'innovation. Là-bas, les gens qui travaillent dans la recherche chimique moléculaire, je ne sais pas si vous le savez, 2024, le, 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 le prix Nobel de chimie, c'est Demis Hassabis, qui est le patron de DeepMind, de Google. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur la recherche moléculaire. Donc, chez les gens qui ont des décennies, aujourd'hui, il se fait en quelques mois, voire quelques semaines. Ça veut dire qu'on peut créer un nouveau principe actif, un nouveau principe مثلا في l'industrie pharmaceutique beaucoup plus rapidement qu'auparavant. لأن كانت واحد حتى في la chimie مثلا في l'industrie cosmétique ou في l'industrie chimique et ainsi de suite. Il y a plein aujourd'hui de choses qui peuvent se faire. اللي كان من قبل كيطلبوا des années d'expérimentation. Bah aujourd'hui, avec l'IA, ça peut être un peu accéléré pour, au lieu de faire 5000 expériences et simulations, on peut en faire 50 ou la 100. Et c'est une réduction de temps. Alors, ça veut dire tout simplement qu'un médecin liquide kharaj, au bout de 2 ans, il y aura plus de 200 principes actifs. Et ça, c'est transformateur. Et donc, du coup, effectivement, la formation continue est fondamentale et elle devient la règle. Un deuxième paramètre et que je trouve important, c'est effectivement l'expérientiel. La formation par l'expérience, training by doing, learning by doing, et ainsi de suite. Et moi, j'aimerais quand même lier ça, c'est un peu pourquoi on parle en fait, du crafting au niveau des aircrafters. C'est le même paradigme que l'artisanat.
l'artisanat, c'est du learning by doing. ما كاينش des cours. Les cours فاش كيجي شي متعلم عند المعلم باش ياخذ الصنعه، ماشي كيقول له سير قرا الكتاب الفلاني ولا نجي ندير لك واحد الكور تيوريك. كيعطيه شي حاجه يخدمها، هو عارفو غيخسرها. كيجبد له ودنيه المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، بقيت حال مع داك التجبيده د الودن، كتزيدو كتقصاح. La quatrième fois, il le fait correctement. Ça, c'est du learning by doing. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que, et ça, je crois que c'est l'orientation vers laquelle nous allons assez rapidement, c'est que l'entreprise va intégrer l'université et l'université va intégrer l'entreprise. En fait, donc les barrières, les canaux qui séparent les deux, alors déjà, ils commencent à se rétrécir. Pardon, vous l'avez remarqué que beaucoup d'entreprises, et même dans l'industrie, ont créé leur académie pour la formation continue. Et souvent dans l'académie, ben, ils font appel à des universités pour animer la partie formation continue. La même chose au niveau de l'université, on a commencé depuis plusieurs années à avoir ce qu'on appelle des spin-offs. Donc des entreprises qui se sont créées à partir de l'université. Google en est une, Tableau Software en est une, donc plein de sujets. Et donc les barrières les canaux de l'université ou l'entreprise ont commencé à se rétrécir, à s'amincir, et on va avoir l'entreprise dans l'université et l'université dans l'entreprise. هذا سي محسن c'est un sujet أنا qui m'interpelle beaucoup. انت اللي كتميتريزي، انا غير اسمح لي C'est un تعديت sujet انا. qui me passionne beaucoup. Vraiment, ça nécessite je dirais vraiment une autre séance Tout à fait. pour ne parler que de ce sujet-là. Mais il y a un participant qui a juste écrit, il y a un challenge aussi pour les enseignants. Une mise à jour est essentielle. Là, bon, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, on a besoin de se remettre en question. Donc, l'université a besoin de se mettre en question. L'école aussi. Et d'ailleurs, tu as raison, Mohsin. L'entreprise, devant ce fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réagit très vite. Elle va créer sa propre académie. D'accord? Elle va former ses propres enseignants. Tu sais qu'à Google, par exemple, chez Google, évidemment, mais c'est la réalité. Tu sais, une formation de 6 mois aujourd'hui aux États-Unis, chez Google, on leur donne l'équivalence d'un bachelor aux États-Unis. C'est-à-dire que finalement, entre 6 mois et 4 ans à passer à l'université, imagine, on prend juste l'essentiel. Pour eux, c'est 6 mois largement suffisant pour que le participant, par exemple, soit valable pour qu'il puisse travailler avec le même salaire. Alors, bon, dans notre cas, je pense que dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est très simple. Ce qu'on a fait, c'est s'ouvrir sur le monde professionnel. C'est là où, c'est ce que justifie d'ailleurs notre partenariat avec Crafters, c'est clair. Parce que, bon, chacun essaie d'apporter c'est un peu ce qui est, voilà, son expertise. Et nous, par exemple, on n'est pas des experts, moi je ne suis pas un expert dans l'IA, donc nous avons des professionnels, des experts qui sont donc, proches du terrain, qui ont de l'expertise, qui connaissent l'industrie. Bon, nous, on la connaît à travers des recherches, et des fois, c'est très bien, l'un complémente l'autre, parce qu'on a toujours besoin d'un recul scientifique, on a toujours besoin d'un cas scientifique qu'il faut développer par la recherche, etc. Il faut alimenter. Je pense que cette complémentarité, elle est très importante. Et pour nous, on est en train de tout simplement je dirais de refléter, d'accord, de traduire cette complémentarité à travers ce partenariat que je trouve très, très valable et très intéressant. Et ben, j'espère que peut-être dans quelques mois, quelques années, ça sera surtout ce certificat qu'on a développé ensemble sera peut-être une référence régionale en matière de transformation, je dirais, industrielle. Donc, pourquoi pas. Donc, vraiment, je suis très, très content de ce partenariat et j'espère qu'on tirera profit au même titre que les entreprises qui vont s'investir dans cette formation-là. Alors, je voudrais quand même, c'est ça, juste rajouter quelque chose qui est important. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Effectivement, le domaine académique et le domaine de la recherche, il est complémentaire. Et en même temps, le domaine professionnel, il peut être une source pour beaucoup de recherches et inversement. Il y a également les volets, à mon sens, qui sont importants. C'est que le professionnel, le monde de l'industrie s'inscrit dans le temps court, la recherche s'inscrit dans le temps long. L'académique également s'inscrit dans le temps long. Et cette complémentarité entre le temps court, donc l'exigence de la rentabilité de l'entreprise par rapport à l'exigence de la pertinence et la crédibilité de l'université, tout ça, c'est des choses qui sont complémentaires. Je voudrais quand même évoquer, peut-être, ماشي répondre, mais parler de deux choses qui ont été... Alors, les cas d'usage,
dans l'industrie, on avait publié il y a une année le livre blanc qui a été coécrit entre Thiel et iCrafters avec un partenariat avec la industrie du Maroc et qui porte sur les cas d'usage dans l'industrie. Ça contient 120 cas d'usage, alors répartis sur les axes de la chaîne de valeur industrielle et répartis par secteur industriel. Parce que dans l'industrie, c'est différent. Le pharmaceutique fait bzaf de la normalisation, de la standardisation. C'est différent de l'agroalimentaire. On est sur du just in time, c'est différent par rapport à l'automobile, c'est différent par rapport à la chimie, ainsi de suite. Et donc, en fait, c'est un livre blanc qui est disponible. Et d'ailleurs, certains éléments, on va essayer un peu également de les distiller à travers, alors, quelques cas d'usage qui ont été évoqués sur la planification, sur le contrôle qualité, sur même la modernisation de l'industrie existante, des machines existantes en utilisant de la vision par ordinateur qui permettrait de capturer même son IoT, sans capteur, de capturer toute l'information sur la chaîne industrielle, des sujets comme le HSE ou également sur la maintenance prédictive, bien entendu. Donc, il y a plein de sujets qui peuvent permettre à une industrie d'améliorer sa façon de faire et de devenir un peu plus performante. Une dernière question qui est portée sur les choix des outils de Generative AI. Alors, très simple. Aujourd'hui, les outils évoluent chaque jour. Il faut savoir que ce qui était valable نقدر نكون هذه واحد العام نقول لك شات جي بي تي هو le meilleur. دازت واحد المده جيميناي طلع comme étant l'un des meilleurs avec la version 3. Aujourd'hui, Claude, il est pratiquement le meilleur sans Gemini, ils ont mis à jour des choses. Donc, ChatGPT également sur le code. Donc, il n'y a pas de meilleur, mais il faut savoir que selon l'usage, l'un ou l'autre peut être meilleur. Par exemple, Google, il est très bien sur la recherche approfondie. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur la capacité, la performance du moteur de recherche. ChatGPT, c'est un bon orchestrateur. Sur la réflexion, sur l'idéation, il est très intéressant. Claude, pour produire des documents et pour rédiger, il est beaucoup plus structuré et il contient moins d'hallucinations, moins de billes. Donc, en fait, et bien sûr, il y a les options des outils. Donc, il n'y a pas un outil qui sort du lot. Mais généralement, le conseil qu'on donne, il faut avoir au moins un LLM et après, les autres, on peut les utiliser en version gratuite pour générer des prompts, ou là pour générer des choses simples, ou là pour vérifier des résultats d'IELDAC principal. Et il faut probablement avoir un outil d'orchestration là, agentique, type Manus ou la ZAI ou la GenSpark ou autre. Et après, selon les métiers, il peut y avoir d'autres outils. Après, bien sûr, tout ça à utiliser avec avec beaucoup d'attention, c'est à ne pas laisser à la portée des enfants comme les médicaments. C'est-à-dire tout simplement que, il faut s'assurer qu'il y a un usage éthique. Donc, il y a un vrai sujet éthique très, très important. Et souvent, parmi les choses par lesquelles on commence au niveau des industries, c'est de définir cette charte éthique et de former tout le personnel sur la charte éthique. Parce que les gens ont commencé déjà à utiliser, ils n'entendent pas l'entreprise. Et donc, du coup, il faut s'assurer qu'il y a un bon usage, parce que souvent, des fois, là, ça peut aller dans tous les sens. Alors, quand on dit usage éthique, c'est également usage responsable, et notamment responsable environnementalement. Donc, il y a un vrai sujet d'environnement. أنا كنقول دايماً هو أنه l'IA, avant d'être générative, elle doit être régénérative. Elle doit régénérer aussi bien sur la partie énergétique et développement durable, et également sur la partie cognitive, parce qu'elle nous soutire des compétences cognitives et doit nous les rendre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on utilise de plus en plus l'IA pour apprendre et pas uniquement pour comprendre ou pour poser des questions. Elle doit être également régénérative socialement par rapport aux relations humaines. Voilà, donc c'est vraiment ça qui permet de faire un usage conscient et consciencieux de l'intelligence artificielle. Peut-être là, Je me laisse peut-être clôturer. juste, voilà, absolument. Je pense que juste avant de peut-être de passer au mot de la fin, je pense qu'il y a juste donc un participant, voilà, qui revient sur les applications concrètes de l'IA dans l'industrie. Il revient sur un peu les ROI, un peu le retour sur investissement. Et là, on voit un peu un fameux triangle de l'excellence opérationnelle, coût, délai et qualité. Mais on voit très bien que, par exemple, on est pratiquement à 80, presque à 100% de détection des défauts de précision au niveau de la qualité, réduction de rebut de 35% par exemple, au niveau de la planification, pratiquement réduction des délais de 15 à 25%. Bon, là, ça se voit très très bien que tout investissement dans l'IA
est rentable. Donc, c'est au niveau du ROI, donc on est tous d'accord. Donc, la réponse est positive. Peut-être il y a une petite question là. Je ne sais pas si tu peux. Quelle est ta vision sur l'éventuel changement du paradigme avec l'arrivée des modèles comme GLM 5.3 et le type de licence associée? Je ne sais pas si tu peux. Quelle est juste la Ah, vision pour. en fait, ce qu'il faut noter, c'est que bon, GLM, c'est un modèle d'une entreprise qui s'appelle Zippo, et en fait, qui ont également ZAI, que je viens d'évoquer. Bon, c'est des gens que j'ai rencontrés d'ailleurs à Jitex Dubaï. C'est une équipe d'un millier de personnes qui travaillent sur le modèle. C'est l'un des modèles open source les plus performants. Il atteint presque, sur certains sujets, la performance des modèles payants et notamment sur de la génération de code. D'ailleurs, c'est un outil, d'ailleurs, ZDA, il peut être utilisé pour générer des présentations PowerPoint, pour générer, parce que il a une capacité de génération de code qui est assez intéressante. En termes de modèle, en fait, la question de la licence associée liée à la licence open source, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que le mouchkil, bon, on parle d'open source, في الحقيقة, par extrapolation. في الحقيقة, c'est pas complètement open source. Il faut, quand on parle des modèles, les كنهضروا عليهم DeepSeek ou داكشي, alors c'est pas des modèles open source, on parle souvent aujourd'hui d'open weight. Pourquoi c'est pas open source? لأنه qu'il y a une partie des le modèle qui n'est pas open source. Et notamment, il y a la donnée. La donnée d'entraînement, on la connaît pas. Alors, pour plusieurs raisons, parce que la donnée d'entraînement, c'est un secret très sauvegardé, très gardé par les entreprises, parce que souvent, ça contient de la donnée personnelle, et souvent, ils vont enfreindre la loi. Et c'est le cas même des géants, c'est le cas d'OpenAI. Il y a eu plusieurs d'ailleurs poursuites en justice à cause de ça pour Anthropic et pour ChatGPT. Et donc, ça, c'est un peu l'enjeu. Aujourd'hui, en fait, avec les modèles, et notamment GLM, avec la version la 5.3, en fait, aujourd'hui, il y a une évolution majeure vers plus d'ouverture, plus d'open source. Et ça permet d'avoir, alors l'avantage même, c'est pas juste le modèle GLM qui est open source, c'est également ZAI qui est open source. En fait, on peut avoir carrément un outil agentique open source installé à l'intérieur de l'entreprise. Ceci dit, il y a toujours la question le fonctionnement et donc l'infrastructure nécessaire, les des GPU, avec un certain niveau de configuration qui est un peu avancé. Souvent, c'est un cluster de GPU pour pouvoir servir le besoin d'une entreprise ou d'une industrie. Et c'est là où un peu le bas blesse. Ceci dit, à Kim Magouls, on doit faire, en fait, utiliser l'un et l'autre et pas l'un ou l'autre, ou l'un après l'autre. Ça veut dire, en fait, on va utiliser du cloud et on va utiliser de l'on-premise. Et l'on-premise, peut-être sur certaines tâches, on va utiliser du GLM5, mais pour d'autres tâches, on va utiliser du DeepSeek. Mais le raisonnement DeepSeek peut être un peu plus avancé. Qwen a également d'autres avantages. Il y a également des modèles qui ont des modèles sur la partie recherche approfondie avancée. En tout cas, tout ça, il faut comprendre le paysage KML. Et c'est un peu la raison d'être également de ce qu'on fait comme formation et justement aide le cycle ADA, et comprendre qu'est-ce qu'on peut utiliser pour quelle tâche et pour quel besoin, et comment on peut utiliser de la manière la plus intelligente aide les modèles pour le profit et la performance de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Mohsin, je pense, on vient donc à la fin de ce webinaire. Donc, peut-être le mot de la fin. Donc, pour moi, je pense que ce webinaire a présenté un certain nombre d'enseignements et je pense que peut-être à la fin, c'est j'espère, peut-être vous permettre au moins de choisir et dire peut-être quel serait votre rapport avec l'IA. D'accord. Là, décidez-vous. Ou bien, donc, piloter l'IA ou bien subir l'IA. Donc, je pense que là, c'est irréversible. Donc, les avantages de l'IA, on les a bien présentés. Donc, dans quelques années, ou bien ou bien vous existez, ou vous existerez, ou bien tout simplement, vous allez disparaître. Comme on a dit, le process est irréversible. Donc, j'espère que ce webinaire a été offert. Donc, on l'a animé avec ces Mohsin pour que vous soyez dans le premier groupe, celui qui va piloter l'IA. Donc, personnellement, je tiens à remercier tous les participants qui ont pris de leur temps, bien évidemment, pour être avec nous ce soir. C'était très intéressant. Je vous en remercie. Et je tiens à remercier également mon cher ami, Merci Mohsin, beaucoup, Stéphane. pour sa participation à travers ces webinaires. Donc voilà, à toi,
À toi le mot de la fin, Mohsin. C'est toujours un plaisir, c'était Saïd, d'être avec toi et toujours un plaisir d'échanger autour de ces thématiques. Moi, je crois sincèrement que au Maroc, nous avons besoin de construire nos capacités de l'IA, de construire un vrai marché mais pour l'IA, mais de l'IA. On a la capacité de le faire. Nous avons vu, bon, nous, on a eu l'opportunité de travailler un peu au niveau de la région, sur plusieurs pays et avec également des pays européens. On n'a rien à envier aux autres. Certes, c'est un peu plus compliqué, mais c'est ce qui fait le challenge et la beauté de la chose. Réussir aux États-Unis, c'est simple parce que tout est fait pour réussir. L'écosystème, il construit la réussite et il est là pour le faire, pour la booster. Vous avez du financement, vous avez tout ce qu'il faut. Au Maroc, c'est beaucoup plus compliqué et c'est ce qui fait le challenge. Quand Corneille, le Cid, il a dit quelque chose que je trouve très intéressant, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, si on gagne sans prendre de risques, on triomphe, mais pas avec la gloire. احنا في المغرب الحمد لله on a tous les risques, tous les challenges, tous les défis pour pouvoir réussir et c'est ça ce qui fait et fera le vrai sens et la vraie beauté de la réussite. En tout cas, l'avantage c'est qu'aujourd'hui il y a quand même des programmes comme celui de l'UIC en partenariat avec Crafters, d'autres programmes fournis par d'autres, mais surtout il y a également ces capacités pour accompagner, pour s'approprier et pour piloter, comme le dit si bien c'est Saïd, l'IA et non pas subir uniquement l'IA. Merci Comme tu beaucoup. dis, ouais, merci Mohsin, c'est bien de le signaler. Donc, on a besoin vraiment le plus important, de s'investir dans l'information et vraiment d'investir là où on va. Mais le plus important, c'est d'aller, de sensibiliser quant à l'importance d'être formé, hein, pour réussir cette transformation, bien évidemment, que ce soit à travers ce programme ou à travers d'autres programmes. Le plus important, c'est d'investir massivement en formation parce que cet investissement en formation, c'est l'investissement qui va vous transformer au niveau comportemental, mais aussi qui va transformer votre entreprise. Alors, pour votre information, je pense que l'enregistrement de ce webinaire vous sera envoyé donc je pense à travers dans vos emails, certainement très prochainement. Je pense que l'équipe va s'en charger et on restera en contact. Inch'Allah pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Peut-être juste pour le livre blanc, parce qu'il y a eu Oui, des oui, une questions question qui sur a été ça. posée par rapport, oui, absolument. C'est sur le site des Crafters. Bien sûr, une partie va être partagée lors de la formation, mais en tout cas, il est téléchargeable. C'est de l'open source, donc c'est du savoir à disposition, à utiliser sans modération. Donc, il y a 120 cas d'usage. C'est juste, en fait, il faut rentrer sur le site aicrafters.com et après, il faut rentrer dans les ressources. Et là, il y a en fait les livres. Il faut juste remplir un formulaire et vous allez recevoir le livre en entier. C'est à peu près 300 et quelques pages qui parlent de l'architecture IA dans l'industrie et qui parlent bien entendu des use cases. Je voudrais aussi, Mohsen, remercier donc l'équipe Crafters et surtout Azam pour être derrière donc Ah oui, bien et la sûr, diffusion la donc cheville ce ouvrière. webinaire. Un grand merci à Azam et toute son équipe. Et merci Merci beaucoup et beaucoup. merci Toute de votre l'équipe. participation et à la prochaine. À très bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À très bientôt. On verra. Au revoir.